Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sur ce qui s'est passé la semaine dernière, un loup abattu dans le cadre d'un tir de défense à Quissac dans le Lot. Soulagement pour des éleveurs, mais scandale pour des défenseurs de la cause animale. On en parle notamment avec notre invité Rodolphe Gaziello. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Sur Sud Radio, vous êtes le président de l'association Le Clan du Loup, clan K-L-A-N du Loup. Vous êtes la plus vieille, je l'ignorais jusqu'à ce jour, association de défense du loup en France, créée quand ? En février 1999. Effectivement, vous étiez parmi les précurseurs. C'est à peu près à cette période, corrigez-moi si je me trompe, que des loups ont commencé à revenir en France, naturellement, sans réintroduction artificielle, en provenance d'Italie, c'est ça ? Alors, officiellement, le retour naturel du loup, oui, vous avez raison de le préciser, parce qu'il y a encore cette vieille légende urbaine qui circule sur la réintroduction. Le retour naturel du loup est en novembre 1992. Oui, voilà. Bon, vous avez pris quelques années, mais 7 ans après, vous créiez cette association. Revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Une louve, et non pas un loup, une louve a été abattue lors d'une opération de tir de défense à Quissac. Avant qu'on entre dans le débat, qui peut être polémique, mais c'est pas grave, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur la définition du tir de défense. Qu'est-ce qu'un tir de défense ? Alors, un tir de défense, c'est un tir à tuer. C'est la façon politiquement correcte de dire tir à tuer. Il y a 3 sortes de tirs à tuer en France, pratiqués par la France. Le tir de défense renforcé et le tir de destruction qui est une battue pour le dernier. Tir de défense, c'est-à-dire que vous avez des tireurs agréés, soit la louveterie, soit la brigade loup, soit des chasseurs, voire des industriels ovins, qui pratiquent donc un tir à tuer dans la proximité immédiate des troupeaux. Et c'est ce qui permet justement de protéger un troupeau de brebis. C'est ce qui est censé s'être déroulé la semaine dernière dans le Lot. Pourtant, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? Alors, nous ne sommes pas d'accord sur... Enfin, déjà, nous avons une question. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il s'agit effectivement d'un loup, scientifiquement parlant, c'est-à-dire en France, la sous-espèce Canis lupus italicus? Première des questions. Deuxième des questions, avant d'arriver au tir à tuer, il y a toute une batterie de mesures qui existent, qui sont financées par l'État français. Et le monsieur, il m'excusera, j'ai oublié son nom, qui est agriculteur et qui parlait par rapport à l'école et au rôle de l'État sur le financement. L'État finance beaucoup et on pourra parler chiffres. Le dossier loup est un loup qui coûte très cher. On parle de plusieurs millions d'euros. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des subventions et des aides pour que les éleveurs protègent leurs troupeaux du loup sans avoir à aller jusqu'à le tuer, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'ils fassent leur métier d'éleveur, ce qui s'est fait pendant des siècles, voire des millénaires. Et vous leur reprochez aujourd'hui en substance de ne pas le faire, dans ce cas-là, si je comprends bien. Alors, pas tous. Une partie le font. C'est pour ça qu'on fait le distinguo entre un industriel ovin, parce que c'est principalement du côté ovin où il y a des soucis. Donc on fait le distinguo entre un industriel ovin et un éleveur. Ce que je vous propose, c'est qu'on en débatte le plus sereinement possible, quelle que soit la profondeur des désaccords entre les uns et les autres. Quelles sont les aides, mon cher Henri Biaspéré, qui êtes l'agriculteur des vraies voix ce soir, et qui êtes avec nous en duplex depuis votre Béarn, quelles sont les aides auxquelles les éleveurs ont droit pour protéger leurs troupeaux? Alors j'imagine d'un loup, mais d'un ours aussi, ça doit être la même chose. Et il y a dans le cas de ce qu'on appelle le plan loup, il y a effectivement des budgets qui sont alloués à la fois pour acheter des chiens patous qui sont censés effectivement effrayer et écarter le loup, l'alimentation de ces chiens, donc des croquettes, etc., et des lieux sécurisés, des clôtures, etc., et également des aides pour le gardiennage des troupeaux, pour ne pas laisser les troupeaux sans aucune surveillance humaine. Après, dans le cadre de ce même plan, ça, il y a le plan d'aide, et il y a un plan ensuite de régulation de la population des loups. Et dans ce plan de régulation qui est validé, qui est discuté avec les associations, avec les éleveurs, avec les autorités, sous l'égide d'un préfet coordonnateur,
il y a aussi prévu justement ce dont on parle, c'est-à-dire des tirs de défense. Donc quand l'éleveur se sent attaqué dans une zone où le loup ne devrait pas être, eh bien il est autorisé, enfin des personnes sont autorisées, des personnes habilitées, agréées, qui sont déclarées en préfecture, sont autorisées à tirer. Donc le tir qui a eu lieu, c'est fait dans ce cadre-là. C'est pas un tir qui a été fait comme ça de façon inopinée par un type qui a un fusil et qui passait par là et qui avait un loup. Donc tout ça est très bien encadré. Il y a un plan d'aide et un plan de régulation de la population dans lequel, quand on considère qu'avec le comptage des loups, il y a une population suffisante pour en maintenir la survie, on peut abattre un certain nombre d'individus dans des cas bien précis, avec des personnes bien précises, et tout ça est discuté annuellement. Donc on est dans un cadre réglementaire dans lequel tout le monde a la parole, comme vous le citiez, quoi, et des élus politiques, et des associations, les défenseurs du loup, effectivement, et aussi les éleveurs, bien évidemment. Sauf que Rodolphe Gaziello, vous vous dites justement que ces tirs de défense sont parfois excessifs ou abusifs. Alors, ils sont soumis. Alors effectivement, il y a discussion. Sauf que, ce qu'oublie de dire votre intervenant, Henri Biespéré qui est avec nous. Ce ne sont pas des discussions qui sont paisibles et apaisées. Le plan loup est un plan quinquennal. Le dernier qui a été mis en place par Nicolas Hulot. Très régulièrement, aussi bien les organisations corporatistes agricoles que les quelques associations dites animalistes quittent la table des négociations. Bon, bref, le débat n'est pas serein, quoi. Le débat n'est pas serein. Et pour quelle raison de fond? Alors, ce serait long d'expliquer. Ouais. On va essayer d'aller à l'essentiel. Le loup est un animal qui ne laisse pas indifférent. Ça, c'est... alors, je ne vais pas dire la raison majeure, mais c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Après, il y a des raisons politiques et économiques ou économiques et politiques. Vous avez une profession qui est économiquement sinistrée, celle d'éleveur et celle d'industriel ovin. Il suffit de regarder les chiffres de la consommation de viande ovine en France. En dehors des fêtes sacrificielles et des côtelettes l'été, la consommation chute. Je viens de regarder les chiffres 2022, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est le contexte. Ça, c'est le contexte économique. Le contexte politique, derrière, c'est, on va dire, de la récupération de colère. D'accord. Pour pas dire de l'instrumentalisation dans certains cas. Par qui? Alors, pour une fois, il y a du en même temps façon Emmanuel Macron. En même temps de droite et en même temps de gauche, la voix des électeurs n'a pas d'odeur. Pour espérer avoir un vote local des représentants des éleveurs ou des industriels. Vous employez beaucoup de périphrases, ce que je peux comprendre. Je vais essayer de poser la question de but en blanc. Est-ce qu'on tue des loups, on laisse tuer des loups aujourd'hui en France pour acheter des voix? Alors, de manière déguisée, j'entends évidemment. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Pour espérer acheter des voix, on est un peu comme dans le même principe que la chasse. Certains politiciens imaginent qu'il y a un vote unitaire dans le milieu agricole. Et là, alors que vous n'êtes pas d'accord, justement. Tiens, mais on va poser la question à Henri Biespéré, ensuite la parole à nos autres vraies voix. Henri Biespéré. Si on veut le poser de manière simple, il y a un territoire donné sur lequel il y avait de l'élevage ovin ou bovin, parce que de plus en plus, et on a cette année une recrudescence d'attaques vers des bovins. Donc on n'est pas seulement sur les moutons, on est aussi sur les vaches et les veaux. Sur ce même territoire, donc où il n'y avait que de l'élevage, on veut faire cohabiter effectivement pas la réintroduction, mais le développement ou le retour à des meutes suffisantes d'une population de loups. Donc d'un côté, il y a des gens qui exercent une profession avec une activité économique en maintenant des espaces ouverts dans lesquels on peut randonner. Vous disiez tout à l'heure que j'avais pris quelques jours de repos, j'étais en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, chez un éleveur ovin qui avait aussi un gîte rural à la ferme. J'ai discuté avec lui, il est extrêmement inquiet. Le loup arrive, il n'était pas présent dans le Puy-de-Dôme, maintenant il arrive dans le Puy-de-Dôme. Il occupe des espaces d'estive, vous allez vous promener, c'est tous des paysages ouverts. Donc il faut trouver le bon équilibre, et quand l'équilibre dérape, il faut donner l'autorisation effectivement de tirer sur des loups pour les éliminer, pour pas que la population
grandissent trop et que les éleveurs quittent ces territoires-là parce que derrière, c'est des pertes économiques et des espaces qui ne seront plus ouverts, qui vont se refermer parce que c'est le loup qui sera roi. Donc là, tout le débat, il est de dire jusqu'où on accepte qu'il y ait... comment partager l'espace entre les grands espaces, on va dire, entre le loup d'une part et l'activité pastorale d'autre part. Entre ce qu'on appelle la biodiversité en général, le loup et d'autres, et puis aussi les activités économiques, mais qui permettent aussi, d'une certaine manière, de maintenir cette biodiversité avec des prairies, avec de l'herbe, avec de la capture de carbone. Enfin, tout ça est dans le débat. Le débat n'est pas très simple. Débat pas simple pour un politique. Et peu dans les Alpes, sur des territoires limités, est en train de s'étendre à l'ensemble du territoire. La Lozère qui n'était pas concernée, ou le Lot qui n'était pas concerné, et bien aujourd'hui, il commence à voir arriver des loups, et ça pose problème. Et effectivement, parce que le loup est en train de recoloniser une partie de la France. On ne sait pas s'il va y rester ou s'il n'est que de passage, mais on en a même vu jusqu'en Bretagne, figurez-vous. C'est quand même incroyable. Quoi qu'il en soit, Rodrigo Arenas, comment on peut concilier les bergers d'une part et les amoureux du loup d'autre part? De toute façon, il me semble qu'il y a un consensus assez général sur la question que le loup ou d'autres animaux, vous avez cité les ours par exemple, contribuent à la biodiversité qui est nécessaire dans notre pays, mais j'ai envie de dire à travers le monde. Donc là, la France n'est pas en dehors du monde et réintroduire des espèces qui contribuent à un équilibre et un écosystème est plutôt une bonne chose. En tout cas, sachant qu'on le précise, le loup est protégé, mais il est revenu tout seul. Il était réintroduit ou protégé ou revenu tout seul, ça dépend aussi des territoires dans lesquels il vit, parce que c'est un chien qui... La question qui se pose, c'est que il y a globalement le même nombre de loups en Allemagne, par exemple, sans avoir ces ravages-là. Alors, la taille des troupeaux est différente, il y a des plus petits troupeaux, le nombre de bergers aussi est plus important, le nombre d'auxiliaires, on a cité les chiens, mais pas seulement, est aussi réfléchi de l'autre façon. Donc je pense que peut-être il serait de bonne loi, maintenant que les plans loups sont mis depuis d'aussi nombreuses années, de les réétudier, mais aussi à l'aune de l'expérience internationale, parce que le loup est aussi un animal européen et il n'a pas de passeport à la frontière. Donc à un moment donné, il faut aussi se mettre dans un cadre où ce sont des espèces qui sont en meute et qui traversent les frontières, et il va falloir s'y faire si on veut aussi être dans une logique où la biodiversité revient dans notre pays. Il me semble qu'il y a un consensus sur le fait que ce soit souhaitable pour le loup, les ours, mais aussi les abeilles et les autres espèces qui sont chassées par l'activité humaine. À un moment donné, il faut sortir de cette logique où l'activité humaine prend le pas sur la nature, et il va falloir réconcilier tout ça si on veut s'en sortir aussi. Et c'est vrai, d'ailleurs, Benjamin Morel, que la place de la nature et la place de la biodiversité est une question politique qui pèse de plus en plus lourd dans le débat ces dernières années. Bien sûr, alors je ne suis pas spécialiste du loup et je ne trouverai pas des solutions pragmatiques, mais vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle le Louvre? Parce que au XVe siècle, vous aviez des loups à Paris et qu'ils s'aventuraient jusqu'aux Champs-Élysées et même jusqu'aux abords de Paris. Et le palais des rois qui était extérieur à la ville de Paris, le Louvre, a pris leur nom. Donc c'est pas nouveau, et pendant des années, des siècles, on a quand même géré une présence beaucoup plus importante du loup avec des éleveurs qui n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui. Donc il faut trouver des solutions pragmatiques, mais il faut accepter cette présence du loup, y compris dans des départements comme la Lozère ou comme le Puy-de-Dôme, qui est mon département de cœur, j'en viens. Donc j'y suis sensible, évidemment. Mais malgré tout, il va falloir accepter de concilier les deux. Sur le fond, en revanche, en effet, il y a un usage politique. Tout à l'heure, on parlait du vote chasseur. Le vote chasseur, c'est un mythe. Il n'existe pas. Il y a un vote chasseur du Sud-Ouest. Il vote plutôt radical initialement. Il est plutôt orienté à gauche. Vous avez un vote chasseur d'Île-de-France. Il vote plutôt à droite. Donc l'idée pour un politique, l'idée pour un politique de dire je vais conquérir le vote chasseur, c'est une idée idiote. Il faut penser la ruralité. Il y a le loup, il y a les chasseurs, les deux vont ensemble. Effectivement, les chasseurs ou les bergers. Tiens, les bergers. Question pour Gérald qui est dans Lyon. Et alors il y a du magnifique fromage dans la Bourgogne, donc j'imagine qu'il y a quelques troupeaux. Est-ce qu'il y a des loups aussi? Alors très honnêtement, oui, j'en ai vu un il y a à peu près 2 mois. Dans Lyon. Ouais, dans Lyon, j'étais en compagnie de ma femme et on est à un vide-grenier, je vais pas vous exposer tout ça vite fait, et on voit un loup, mais vraiment un loup. Il traversait la route et il nous regarde, il se pose et il bouge pas et il vient vers nous. Donc moi j'ai pas ouvert le carreau, mais c'était vraiment les petites oreilles courtes, les yeux bien jaunes, le museau bien long, les flancs très très efflanqués. Vraiment c'était, alors moi je par principe, j'aime pas tuer les animaux. Je considère qu'on a maintenant beaucoup de moyens pour éviter ce qu'on appelle un tir pour tuer, etc. Je pense qu'on aurait pu lui mettre, vous savez, un petit somnifère, et puis voilà, ça aurait été beaucoup plus simple. Surtout que le loup, même s'il revient, il revient pas par milliers, c'est pas vrai, il a été massacré pendant des années. Absolument.
Et s'il commence à revenir, pourquoi pas? C'est vrai que là, je suis tout à fait d'accord. On dit que ça fait partie de la biodiversité. Je crois que le plus grand des prédateurs, c'est pas le loup, c'est l'homme, qui considère qu'il est le plus haut dans la chaîne et qu'il doit être, je dirais, considéré comme un dieu. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, je suis pas contre les chasseurs, hein. Ils ont qu'à venir chez moi. On a des milliers de sangliers qui nous pètent les voitures régulièrement. Là, je peux vous dire que les sangliers, il y en a partout. Or, les loups, c'est pas vraiment ça, quoi. Les loups, c'est tout, c'est un tout petit. Alors, c'est vrai que quand vous retrouvez un mouton qui est bouffé ou égorgé ou éventré, je comprends tout à fait la colère d'un éleveur. Ou tout le troupeau d'ailleurs qui, par peur, a été jeté d'une falaise, ça arrive aussi, effectivement. Voilà. Mais donc, oui. On aura compris en tout cas ce que vous disiez. Par principe, moi je suis pas pour tuer. Ouais. Maintenant, on a beaucoup de moyens pour justement, pourquoi pas créer une réserve? On fait une réserve avec justement des. Moi j'en ai vu plusieurs. Hein, je vais pas revenir sur le sujet, mais j'en ai vu plusieurs des loups. Hein. Il y en a du côté d'Avalon, je sais pas si vous connaissez. Il y en a du côté de Vaux-le-Nid. Beaucoup. Et sauf que des réserves aussi, c'est pas forcément la nature. C'est intéressant. Tiens, justement, on va poser votre question à nos deux invités, okay. Mon cher Rodolphe. Juste une question, oui ou non? Vous avez eu peur qu'on l'ait vu ou pas, Gérald? Ah non, pas du tout. Non. Non, vous avez pas eu peur. Voilà. Et si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est posé carrément au milieu de la route. Il a regardé la voiture. Alors je pense qu'il cherchait de l'eau, hein, parce qu'il y avait. On sent que vous n'allez pas l'oublier en tout cas cette rencontre. On est d'accord? Non, tout à fait. Et vous avez raison d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé en voir un jour un loup en dehors d'un parc en tout cas. Quoi qu'il en soit, la parole à nos invités. Tiens, justement, Rodolphe. Merci beaucoup. Merci à vous, Gérald, pour ce témoignage POCR. Rodolphe, vous êtes toujours avec nous? Oui. Si je peux me permettre, Rodolphe Gaziello, président de l'association le Clan du Loup. On arrive au terme de ce débat, donc on va essayer d'avancer un petit peu. De quel pays en Europe, puisque c'est un sujet, non un problème, mais un sujet européen, la France devrait le plus s'inspirer d'après vous? Nos voisins les plus proches, les Italiens, puisque le loup que nous avons en France est de souche italienne, et nos amis espagnols qui ont un cousin très très proche, qui est une sous-espèce qui ressemble très fortement au loup que nous avons en France, et espagnol et portugais. Où là, entre l'Espagne et le nord du Portugal, il y a des populations entre 2000 et 3000 loups. En Italie, ils sont remontés à 1500 loups. En France, on est officiellement, je dis bien officiellement, à 800 loups grand maximum. Juste une petite chose très rapidement avant de laisser la parole à d'autres intervenants. Le loup en France, c'est pas le loup qu'on voit à la télévision dans les très beaux reportages de National Geographic. Ouais. C'est un loup qui pèse une trentaine de kilos, qui a le gabarit d'un labrador. Les meutes sont entre 5 à 7 individus, grand maximum. Donc voilà ce que c'est le loup en France. C'est tout petit. Donc des loups qui viennent dévorer des limousines, je veux bien, mais je demande à voir, et là où on demande aussi, c'est le retour de la science. Pourquoi subitement les prélèvements ADN ont été arrêtés? Pourquoi quand la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne dit connaître des élevages clandestins de loups, nous disons effectivement il y a du trafic animalier en France, pourquoi les pouvoirs publics n'écoutent pas la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et ne nous écoutent pas? Eh bien, en tout cas, le message sera passé. Merci à vous de l'avoir porté sur Sud Radio, Rodolphe Gaziello. Peut-être le mot de la fin à Henri Biespéré, l'agriculteur qui est avec nous, notre vraie voix agricultrice en quelque sorte. Question, si notre loup vient d'Italie et qu'il y a toujours des éleveurs en Italie et que le loup n'y a jamais disparu, est-ce qu'il vous arrive aussi, par exemple, de prendre conseil ou des informations auprès de vos confrères, collègues italiens pour voir comment ils font pour les faire cohabiter et comment ça s'est toujours passé? Ça se passe mal, comme ici. C'est-à-dire que bien évidemment, on est en contact avec les autres pays européens sur le territoire duquel est le loup. C'est bien un sujet européen, puisque c'est la Convention de Berne qui a mis le statut du loup comme animal protégé. Il y a aujourd'hui 6 pays, ceux qui ont été cités en particulier par l'autre intervenant, qui sont en train de demander un changement de statut du loup au niveau européen. Donc, dans tous les pays où le loup est, à partir du moment où il prend de l'importance, il pose un problème à l'élevage,
et il déséquilibre dans le sens effectivement de l'ensauvagement de territoire parce qu'il est trop présent et le retrait d'éleveurs qui disent c'est plus supportable, on préfère rester chez nous. Et c'est la raison pour laquelle... C'est le fond du sujet, c'est celui-là qu'il faut traiter. Et c'est la raison pour laquelle on en redébattra avec vous tous. Merci pour ce débat beaucoup plus serein que ce que parfois on entend sur d'autres radios ou qu'on voit sur d'autres chaînes. C'est vrai, entre des pros ou des anti-loups, éventuellement, ça peut arriver. On essaie d'en parler calmement sur Sud Radio 0826 300 300. Restez avec nous. C'est les vraies voix de l'été. Qui dit été dit fête patronale. Il y en a beaucoup dans le sud. On vous emmène à 7 dans un instant. On s'apprête à fêter la Saint-Louis avec le maire de la ville. À tout de suite.